À 7h45, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez ce matin Hélène Geoffroy, secrétaire d'État chargée de la ville. Hélène Geoffroy en poste depuis 2 mois. Juste avant, elle était députée maire de Vaux-en-Velin dans le Rhône. Et c'est d'ailleurs là-bas que se tiendra tout à l'heure un comité interministériel consacré au projet de loi égalité et citoyenneté. Bonjour Hélène Geoffroy. Bonjour. Est-ce que les cités ont besoin d'une belle photo dans un quartier où la plupart des ministres ne mettent jamais les pieds ? Vous qui avez été maire de Vaux-en-Velin, est-ce que ça ne vous agace pas ces opérations de communication ? Mais ce n'est pas une opération de communication, c'est dire que les quartiers populaires sont au cœur des préoccupations du gouvernement. Sinon, on pourrait nous accuser justement de ne pas aller dans les quartiers populaires. J'en suis issue, puisque vous le disiez, j'étais députée maire de Vaux-en-Velin. Je rappelle que le Premier ministre était maire d'Évry. Donc vous voyez bien que ce gouvernement est composé aussi de personnes qui connaissent bien les quartiers populaires et qui en sont issues. La politique de la ville aujourd'hui, c'est vraiment une priorité du gouvernement ? C'est un sujet important et la politique de la ville, nous l'avons transformée. Déjà avec une loi il y a 2 ans, j'ai participé en tant que députée, qui a dit, aux côtés de la transformation physique des cités, nous le verrons à Vaux-en-Velin cet après-midi, la ville s'est transformée physiquement, il faut aussi traiter d'autres questions, celles de l'humain, l'éducation, à la hauteur l'emploi. des enjeux ou pas aujourd'hui la politique de la ville ? Je vais prendre un chiffre, le budget de la politique de la ville est passé de 618 millions d'euros en 2011 à 438 en 2016. Le symbole est quand même fort là. Nous avons augmenté le budget des associations. Un ministère de la ville, sa particularité, c'est de travailler avec tous les autres ministères et c'est faire revenir le droit commun dans les quartiers populaires, là où nous avions eu souvent des politiques exceptionnelles. Il faut des politiques normales et c'est le cas quand l'éducation nationale revient avec les réseaux d'éducation prioritaire, les questions de santé et les questions aujourd'hui, celles dont nous allons parler, d'accès à l'emploi, de bâti des écoles et de participation des citoyens. Juste un petit mot sur le rôle clé des associations. L'État a augmenté sa subvention, vous dites, mais en contrepartie, les collectivités territoriales, elles, ont retiré leurs subventions et globalement, le solde est quand même largement négatif. Elles s'en plaignent beaucoup, ces associations de terrain. Ce qui est aujourd'hui, ce qui est déterminant, évidemment, c'est chaque collectivité locale fait ses choix. Ce que l'on sait aujourd'hui, si l'on veut maintenir la cohésion sociale, la question des associations est déterminante. Et dans les villes les plus populaires, la baisse des dotations a été compensée par l'augmentation des dotations de solidarité. C'est ce que le gouvernement a proposé depuis maintenant 4 ans. Elles n'ont cessé, elles, d'augmenter. Et nous sommes aujourd'hui en train de faire finalement de la péréquation entre les villes les plus riches et les villes les plus pauvres. Alors après les attentats de janvier 2015, Manuel Valls avait parlé d'un apartheid territorial, social et ethnique. Ce projet de loi, c'est la réponse à ce problème. Concrètement, qu'est-ce qui va changer ? Pour la première fois, le Premier ministre, en disant apartheid social et territorial, a dit qu'il faut en même temps mettre des moyens forts sur la question du logement et du peuplement. Lorsque l'on renforce les moyens de l'État pour que des logements sociaux pour les plus précaires soient construits partout sur notre territoire, on agit concrètement, on redonne la main au préfet pour accompagner les villes, celles qui aujourd'hui sont les plus réticentes sur ces questions-là. Lorsqu'on va mettre des moyens... Vous allez, paraît-il, allonger la liste de dénonciations en quelque sorte des villes qui ne jouent pas le jeu, c'est ça ? C'est une liste qui permet de dire voilà où il faut encore faire des efforts. Et effectivement, c'est la première fois qu'une telle liste, ou en tout cas qu'un tel accompagnement avec le délégué interministériel Thierry Repentin existe. Il va voir tous les maires et leur dit voilà, maintenant il faut jouer le jeu de la mixité. C'est une urgence de tout le pays. Ce que nous avons vécu, villes comme Séquedin, près de Lille, Bandol, Grasse, etc. Le Premier ministre redira quelles sont les villes concernées et dira aussi, parce que ça fonctionne, c'est important. Aujourd'hui, 1 an après, des villes vont construire du logement social alors qu'elles ne le souhaitaient pas. La population l'a compris, les maires vont le faire. Et puis dans le même temps, on va continuer à transformer les quartiers populaires, mais on va aussi s'occuper d'éducation. C'est ce qu'on dira au comité interministériel en fin de journée, c'est que la question de l'école, des enseignants, mais du bâti, de l'implication des parents est déterminante. La question de la participation des citoyens aussi. Alors on parle beaucoup du salafisme, de l'islam dans certaines cités notamment. Une des plaies de certains de nos quartiers, c'est le salafisme, l'islam radical, disait Manuel Valls la semaine dernière. Vous avez lu son interview dans Libération ce matin, Premier ministre. Bien sûr. J'aimerais que nous soyons capables de faire la démonstration que l'islam est fondamentalement compatible avec la République, la démocratie, nos valeurs, l'égalité entre les hommes et les femmes, dit le Premier ministre. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration, vous ? Moi, je pense qu'elle a mérite d'être claire. Elle dit finalement, nous avons une chance assez exceptionnelle en France. Vous la trouvez claire, vous ? Je pense que oui, et puis l'ensemble de l'interview et puis alors si vous me permettez, du coup, elle est claire parce qu'elle dit finalement qu'avec notre triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité, la question de la laïcité, nous allons faire la démonstration, mais concrète, parce que c'est déjà la réalité que l'islam
est tout à fait compatible avec la démocratie. C'est plus une question. Ça peut se dire simplement. Oui, l'islam est compatible avec la démocratie. Là, c'est quand même un peu alambiqué son truc là. C'est une affirmation qu'il porte et dans la suite de l'interview, il dit même qu'aujourd'hui, il faut que nous protégions tous ceux qui sont de confession de culture musulmane des actes qui peuvent être anti-musulmans et aussi que toute la société soit consciente que l'islam, évidemment, est compatible avec la démocratie, mais plus que cela, que dans nos quartiers populaires aussi, nous luttons contre ceux qui veulent des développements séparés parce que ça existe. Moi, je serais musulman ce matin, je me sentirais quand même très stigmatisé par mon Premier ministre, non ? Moi, je ne crois pas. Non, je crois que c'est au contraire très clair lorsqu'il dit que l'islam est compatible avec la démocratie, avec les valeurs de la République et que, mieux encore, ce qui est encore plus important, parce que moi, je veux pas d'exégèse des religions, c'est que les citoyens de notre pays, dans les quartiers populaires, les citoyens français sont des premiers défenseurs des valeurs de la République et ceux qui les défendent parce qu'ils ont aussi à combattre ceux qui sont contre, ils sont dans les quartiers populaires. Comment vous allez vous attaquer aux centaines de Molenbeek à la française dénoncées par votre ministre de tutelle, Patrick Kanner ? Il y a aujourd'hui il peut y avoir dans nos quartiers, il y a des jeunes qui se radicalisent, c'est vrai. Moi, je ne fais pas de comparaison. Il y a des jeunes qui se radicalisent, ils ne sont pas que dans les quartiers populaires. Moi, je ne mets pas de signe égal entre les questions de radicalisation et les quartiers populaires. C'est maladroit ceux qui se radicalisent, vous l'avez vu, viennent d'un peu partout, d'un peu toutes les couches de la société. Il y a un sujet aussi dans les quartiers populaires, évidemment. Aujourd'hui, ça appelle la mobilisation de toute la société. Et c'est ce que nous faisons en travaillant avec le ministre de l'Intérieur sur les questions de prévention de la radicalisation. Dans les quartiers populaires comme ailleurs, les acteurs qui interviennent dans l'éducation populaire, les centres sociaux, les MJC, les associations, les clubs sportifs sont formés, demandent à être formés pour détecter les signes. Vous savez ce qui est délicat aujourd'hui ? Vous êtes confronté à ça ? Vous avez été confronté à ça ? Moi, j'ai eu des parents qui ont pu m'appeler en tant que mère en me disant « Je ne comprends plus ce qui arrive à mon fils ou ma fille, je sens une dérive ». Aujourd'hui, avec ce qui a été mis en place, les cellules de prévention de radicalisation dans les préfectures, il y a des numéros, des personnes qui accompagnent, qui disent s'il y a une réalité ou pas aussi. Et puis... il y a des associations qui sont vraiment noyautées, comme on l'entend ici ou là, et qu'il faudrait... vous parliez des subventions tout à l'heure, il faut peut-être être un peu plus exigeant parfois. De toute façon, il faut être vigilant sur le fait que les associations que nous subventionnons prônent les valeurs de la République. Je dis simplement qu'elles sont majoritaires aujourd'hui et que notre rôle, pouvoir public, c'est d'être aux côtés de ceux qui, dans les quartiers populaires, sont en train aussi de porter avec beaucoup de conviction ces valeurs. Et je pense aux femmes notamment qui sont aussi évidemment dans ces combats-là. En revanche, quand le gouvernement s'attaque à la prévention de la radicalisation en formant les acteurs sur le terrain, il donne une réponse de proximité concrète aux côtés des questions de sécurité évidentes. Dernier point, un de vos collègues, Jean-Marie Le Guen, a tenté d'ouvrir le débat sur le cannabis. On va en parler dans un instant avec Dany Cohn-Bendit. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ces quartiers que vous connaissez, vous dites, oui, c'est un problème aujourd'hui. Il y a une économie du cannabis qui est un problème. Il y a un sujet du cannabis, mais qui paradoxalement concerne plutôt ceux qui viendraient des quartiers plus favorisés pour le consommer. Je crois que c'est plutôt ça, là où serait le sujet. Et c'est pas ce que disent certains habitants des quartiers nord de Marseille qui se disent on n'ose plus sortir, on met des barrières pour éviter les trafiquants dans les écoles. J'ai pas dit qu'il n'y a pas de trafic, c'est d'ailleurs pour ça que les zones de sécurité prioritaires ont été mises en place. Et là où elles ont été mises en place, le trafic diminue, mais les questions de délinquance restent, évidemment. Moi, j'étais sur la question de la consommation. La consommation, on a bien compris. Mais la question de la dépénalisation, est-ce qu'il faut au moins ouvrir le débat, au moins se poser la question ? Mais tous les débats peuvent être ouverts. En tout cas, en ce qui concerne le gouvernement, c'est assez clair, nous ne l'ouvrirons pas. On ne peut pas empêcher la société si elle a envie de l'ouvrir. Et en tout cas, en tant qu'ancienne députée maire de Vaux-en-Velin, j'avoue que je n'y suis pas favorable. Je pense que pour nos quartiers populaires, ce n'est pas une bonne idée du tout de dépénaliser le cannabis. Merci beaucoup Hélène Geoffroy d'être venue en direct sur Europe 1 ce matin et bonne journée donc. Merci.